Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Évidemment, on va revenir sur ce sommet de l'OTAN avec Donald Trump qui crie victoire, qui dit que c'était un sommet fantastique. On va tenter de voir un peu qu'est-ce qui s'est dit et surtout quelles conséquences pour l'Europe et l'Europe de la défense. On va en parler avec Claude France Arnoux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes senior fellow pour la défense, les questions de défense au Brussels Institute for Geopolitics, mais surtout vous êtes diplomate de carrière, vous avez été ambassadeur et puis vous avez été directrice générale de l'Agence européenne de défense. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre point de vue. J'imagine que vous avez suivi un peu les conférences de presse des uns des autres, avec notamment le président de la République qui dit c'est difficile de faire l'Europe de la défense et en même temps d'avoir une guerre commerciale sur le dos. On ne peut pas faire les deux. Donc ça, c'est un message évidemment envoyé au président Trump, avec le président Trump qui lui dit voilà, tout ça, ça a été fantastique. Est-ce que vous considérez qu'il est un peu le roi du monde ce soir, Donald Trump? En tous les cas, il en a fait la démonstration, notamment en parlant de l'Iran, de la bande de Gaza, de l'Ukraine, une situation impossible. Comment est-ce que vous analysez cette déclaration toujours excessive du président américain? Je pense que le moment a favorisé le vedettariat. C'est-à-dire au lendemain des frappes réussies ou moins réussies selon les différentes sources sur les sites iraniens et la destruction ou le report total ou partiel du programme nucléaire iranien. Je crois aussi que c'est pour ça qu'il était aussi énervé contre les doutes qui ont été exprimés par la presse américaine. C'est parce que ça... Par CNN notamment. Oui, ça réduisait son moment de gloire. Donc il y a eu un hasard de calendrier. Peut-être pas totalement un hasard, mais en tout cas, il y a eu une... C'était fixé à l'avance. Oui. Ah oui. Ce que vous voulez dire, c'est que peut-être qu'il a fait cette démonstration. Oui, mais je ne suis pas sûre. Hein. Bon, ça fait partie des hypothèses possibles, parce que la communication, quand même, pour lui, est absolument essentielle. Mais en tout état de cause, même sans ce qui s'est passé en Iran... il était la vedette, mais il n'y va que s'il est la vedette. Donc et il n'y va que si toute la chorégraphie, toute l'organisation est une partie du contenu et ce qu'il avait voulu. Donc il a tout. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu le dîner, le petit déjeuner. Je crois qu'il a passé la nuit au Palais Royal. C'était des choses qu'il aimait bien. Il a fait son petit déjeuner avec le roi et la reine. Il l'a dit dans la conférence de presse. Absolument. Donc ce côté, je ne qualifie pas, mais ça faisait certainement partie de ce qui, pour lui, en faisait un succès et en tout cas un moment agréable au lieu de passer des heures, comme c'est normalement le cas pour un sommet de l'OTAN qui dure généralement un jour et demi, à avoir des discussions sur un communiqué. Donc là, un communiqué très court, et puis 2 heures ou 3 heures de réunion. Et ça c'est sur la mise en scène. Ça c'est sur le show. Voilà. Et avec sur le fond, ce qu'il voulait, c'est-à-dire un engagement sur les chiffres, que les Européens, que l'ensemble des alliés, mais donc les Européens en particulier, dépensent 5% de leur PNB, de leurs dépenses sur la défense. Donc 5% qui se dit on va rentrer dans le détail entre 5 et... Est-ce que vous considérez, en vous écoutant, il a quand même fait plier l'OTAN là? Ah oui, absolument. Oui, d'accord. Enfin, il n'y a pas eu de résistance. Non. S'il y a eu une résistance héroïque des Espagnols, de fâcher le roi Trump, que du coup, c'est incroyable. Il y a même un côté parfois dans les déclarations des uns des autres, presque un côté un peu obséquieux de la part des Européens, si vous me permettez cette expression. Notamment du secrétaire général. Oui, et de Mark Rutte. Oui, mais moi j'ai connu, puisque vous faites allusion à ce que j'ai fait dans le passé, j'ai connu notamment 3 sommets de l'OTAN, avec Bush et avec Obama. C'est quand même une constante. À un sommet de l'OTAN, les États-Unis sont les chefs. Il faut faire ce que les États-Unis veulent. Ce qui paye, il y a eu une exception en 2008 à Bucarest où ils voulaient l'entrée un statut pour l'Ukraine et la Géorgie immédiatement. Et là, ils ne l'ont pas obtenu. Mais du coup, ils ont obtenu un langage qui était tellement allant qu'on n'avait pas la protection, mais on avait la perspective. Mais il y a donc toujours une constante. Et je crois que ce n'est pas non plus tout à fait par hasard qu'un secrétaire général de l'OTAN s'appelle secrétaire général. La réalité du pouvoir, c'est que l'OTAN est sous conduite américaine. Donc là, aujourd'hui, c'est exacerbé du fait de la personnalité de Trump et aussi du fait des circonstances. Exceptionnel. Oui.
Oui. Et puis le fait qu'il ne supporterait pas de toute façon que ce soit autrement, et si c'est autrement, il fait comme il a fait au G7, il s'en va. Ouais. Alors, donc pour vous, s'il fallait, on va rentrer un peu plus effectivement dans les déclarations sur ces fameux 5%. Qu'est-ce que ça induit pour la défense européenne? Parce que c'est 3,5, 1,5, 1000 milliards d'euros. La question, c'est qui a les moyens aujourd'hui de ça au niveau européen? Mais s'il fallait résumer en une phrase ce sommet de l'OTAN, vous qui en avez connu donc 3 auparavant, ce serait un sommet quand même réussi. Il s'est passé des choses. C'est un sommet qui restera? Je ne sais pas si c'est un sommet qui restera. Je pense que ces 5% vont beaucoup peser, en bien et en moins bien. En bien, parce que c'est une forte incitation pour faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire se réarmer. Et puis le faire, et là le communiqué est intéressant, le faire en faisant en sorte de travailler à notre base industrielle de défense, et dans le communiqué de travailler à avoir des technologies suffisamment innovantes pour répondre à tous les modes de guerre auxquels on peut avoir à faire face, bien sûr aujourd'hui à la guerre en Ukraine, mais éventuellement aussi à d'autres scénarios de guerre. Donc ça, c'est le côté positif. Et puis cet appel aux opinions publiques, cette légitimation auprès des opinions publiques de l'effort qu'il faut faire pour la défense. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le fait d'afficher ces 5%, de parler de réarmement dans la durée, de dire que c'est 5% d'ici 2035 quand même. Mais on le verra tout à l'heure aussi. Le Premier ministre espagnol, il a dit non, moi je ne peux pas parce que je ne veux pas squeezer les dépenses sociales. Et je trouve qu'il a été courageux parce que lui, il a dit qu'il ne pouvait pas. Les autres ne le feront pas, mais ils ne le disent pas. Je pense qu'on a aussi un petit problème et il ne l'a pas dit. Mais bon, ça c'est. Je ne visais pas spécialement nous, mais pour beaucoup de pays, ils ne le feront pas, mais ils ne l'ont pas affiché, comme l'Espagnol, très courageusement, je trouve, quand même, l'a affiché. Ça, c'est le côté positif, donc de montrer qu'il faut quand même donner une priorité à la défense, et il faut faire du coup les choix, les arbitrages budgétaires que ça entraîne. À mon avis, il y a quand même un très gros inconvénient. D'abord, c'est que ça ne veut rien dire du tout. Des pourcentages de budget. Alors c'est comme les traités de Maastricht, les 3%. Les 3%, ça voulait dire quelque chose parce que c'était accompagné d'un mécanisme. Oui. Et justement, votre parallèle est intéressant parce que les 3%, c'est accompagné, encore une fois, de tout un mécanisme de surveillance, à la fois par la Commission, par... un résultat peu probant, en tous les cas, au niveau de la France. Mais bon. Peu probant parce qu'effectivement, quand il s'agissait notamment de la France, mais au début, il y a eu aussi l'Allemagne, qui n'était pas dans les clous, et politiquement, on ne le fait pas. Là, ce que je crois, c'est qu'il n'y aura aucune... alors, il y a effectivement des feuilles de route que doivent présenter les alliés, les nations de l'OTAN, mais c'est toute l'histoire de l'OTAN. Là, pardon encore de faire allusion au passé. C'est ça qui est intéressant. Depuis des décennies, l'OTAN affiche ce qu'ils appellent des targets, des cibles capacitaires. C'est la planification de défense de l'OTAN. Des cibles qui sont ambitieuses. Et la tradition, avant qu'on ait la guerre en Europe, la tradition c'était on ne le fait pas et on se fait pardonner. Et on se fait pardonner comment? C'est vraiment un des mots anglais, ask for forgiveness. Bon. Vous vous faites pardonner comment? Vous vous faites pardonner en achetant américain. Et ce que je crains aujourd'hui avec ces 5%, c'est qu'on soit de nouveau dans ce schéma qui est encore une fois traditionnel à l'OTAN. C'est-à-dire des cibles très élevées qui légitime une forme de chantage, c'est-à-dire vous n'allez pas y arriver, ou pas assez vite, ou pas. Et donc, pour vous faire pardonner, ça veut dire pour garder une chance d'être protégé, parce que pendant la campagne électorale, le futur président Trump, il l'a réitéré depuis, disait ceux qui ne payent pas assez, moi je dirais, là vous pouvez aller taper. Donc, ça veut dire que pour garder le maximum de garanties de sécurité possible, il va falloir soit dépenser ce qui est prévu, et comme ça ne sera pas fait dans la plupart des cas, il va falloir acheter américain. Ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément qui fait qu'on va acheter américain, c'est que ça fait quand même, si on fait plus ou moins ce qu'on a annoncé qu'on ferait, une énorme masse d'acquisition, d'achat, d'approvisionnement, à un moment où l'industrie européenne est en train de monter en puissance, mais progressivement.
Et donc ça veut dire que ce qui va être acheté tout de suite, ça va être acheté, comme disent les militaires, sur étagère. Et donc sur étagère, ce sera essentiellement américain. Ouais, donc ça, c'est le côté très dangereux de l'affichage de ces 5%. Ouais. Il y a un côté, on voit un affichage politique vis-à-vis des opinions publiques pour dire qu'il faudra les arbitrages, et puis effectivement des conséquences en termes d'économie de guerre ou d'industrie et de la défense. C'est assez sévère ce que vous dites. Juste, je vais revenir sur ce point-là qui est quand même très important, ce que vous venez de soulever. Le fonctionnement de l'OTAN, quand on regarde, en plus c'est très compliqué en ce moment, on sait qu'il y a une Française qui a dû partir, il y a des gens qui sont mis en cause, il y a aussi des questions de harcèlement, enfin le fonctionnement de l'OTAN, il les laisse beaucoup à désirer, non? Oui, alors Il est totalement américain? Non, il n'est pas totalement américain, il est dominé par les États-Unis. Avec notamment sur le plan opérationnel notre commandant suprême, c'est SACEUR, Supreme Allied Commander, à SHAPE. Et c'est forcément toujours un général américain, et un général américain double, ce que les militaires appellent double casquette, c'est-à-dire qu'il a à la fois, il est le commandant suprême OTAN, et il est un commandant du dispositif américain en Europe. Oui, parce que je crois que, si mes souvenirs sont bons, les troupes américaines, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, ne peuvent pas être, non, même avant, ne peuvent pas être dirigées par quelqu'un d'autre qu'un Américain. Exactement. Alors que nous, on peut être éventuellement sous commandement, je ne sais pas, autre, dans tous les cas. Oui, tout à fait. Ouais, donc et donc il a cette double casquette, ce qui fait que nous, en Europe, notre commandant suprême, qui est en fait la vraie autorité qui compte à l'OTAN, c'est le général américain. Et donc ça, c'est pour le cœur du commandement. Et puis, si vous voulez, vous avez vu le fonctionnement qui était caricatural avec ce qu'a fait Mark Rutte, avec ce degré d'obséquiosité qui a en plus été copié, enfin qui a été rendu public par Trump. Mais c'est toujours comme ça. Quand les États-Unis veulent quelque chose, il faut une force extraordinaire de la part d'alliés, des autres alliés, pour le contrer. C'est arrivé, mais c'est exceptionnel. Mais pardonnez-moi, c'est qu'en même temps, on voit bien que l'Europe s'est mise dans cette situation. Parce que vous qui avez donc dirigé l'Agence de défense européenne pendant longtemps, mais c'était il y a une dizaine d'années quand même, je veux dire, on aurait pu prendre en charge un peu plus tôt notre défense, la défense européenne, non? On s'est laissé complètement dans les mains des Américains. Bon, moi je suis évidemment d'accord avec vous. Oui. Et c'est pour ça que j'y suis. Pourquoi ça n'émerge que maintenant? Alors, je pense que ça n'émerge que maintenant. Il y a une raison principale, c'est que pour presque tous les alliés, ou tous les alliés sauf nous, surtout avant qu'on ne rentre dans le commandement intégré de l'OTAN sous le président Sarkozy. Les autres alliés n'ont pas de souhait d'indépendance. Donc la défense européenne, qui a été bloquée notamment par les Britanniques dans les années 2000, ils ne se sont ralliés à des éléments de défense européenne que quand on a vu qu'en Yougoslavie, les Américains étaient excédés, et du coup risquaient de se désengager parce qu'ils considéraient que ça, on devait quand même être capable de le faire nous-mêmes. C'est-à-dire ce que dit maintenant Trump de manière très brutale, ça fait longtemps que les Américains le disent. Soyez capables de faire ça. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, et ils n'ont pas tort. Et Obama, je ne sais pas si vous... Il y a qu'un, mais en tous les cas, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Ah, absolument. Et d'une certaine manière, il faut reconnaître que les Américains l'ont dit au moment de la Yougoslavie, l'ont redit au début d'Obama en disant nous on doit pouvoir s'occuper d'Asie, vous maintenant vous vous êtes remis quand même des épreuves de la guerre, vous êtes suffisamment prospères, donc soyez capables d'être des fournisseurs de sécurité et non plus des clients pour la sécurité. Donc ça fait longtemps que les Américains nous envoient ce message. Et pour autant, vous avez l'idée que la défense principale, ça doit être l'OTAN, parce que notre protection, c'est les États-Unis, et que ce que peut faire l'Union européenne, ça ne doit pas dupliquer, ça ne doit pas faire de l'ombre, ça ne doit pas irriter. Et donc on s'est mis nous-mêmes des tabous terribles. Alors est-ce que la question maintenant, c'est d'être positive quand même, est-ce que y a quand même un changement d'état d'esprit? Il y a une prise de conscience, en tous les cas, qu'il faut faire quelque chose, poussé sans doute par Donald Trump. En même temps, le président Macron, il a raison en disant c'est difficile de nous demander de faire des efforts, enfin, qu'il faut qu'on fasse des efforts de défense importants,
pour atteindre ces 5%, ces fameux 1000 milliards, même si au niveau européen, et en même temps faire une guerre commerciale. Il a raison, il faut une paix commerciale pour qu'on y arrive. Tout à fait. Ouais. Bon, on a toujours eu d'ailleurs des rivalités commerciales terribles avec les Américains. Je veux dire, on sait tout. Airbus a toujours été attaqué depuis des décennies. Oui, notre agriculture a toujours été. Si vous vous rappelez, on a eu un grand round commercial dans les années 90. On a toujours été à la limite de la guerre commerciale, et les Américains ont toujours eu des pratiques commerciales totalement déséquilibrées. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de l'appliquer dans le domaine de la défense, parce que dans le domaine de la défense, il faut aussi qu'il y ait un équilibre commercial, et il faut aussi que nous, on ait des emplois et qu'on fasse de la richesse. Absolument. Alors maintenant, la grande question, parce qu'on était au Salon du Bourget, je vous ai vu. Voilà, notamment, je recevais, enfin du moins c'est lui qui me recevait dans ses cockpits bourrés d'intelligence artificielle, un simulateur bien sûr, donc Patrice Kane, le patron de Thales. Mais en même temps, hier, je discutais avec un grand géant de la défense. Il disait, c'est bien tout ça, mais là, on est un petit peu dans la com, parce qu'on est dans les annonces. Mais nous, pour l'instant, on n'a rien. On n'a pas une commande de signer. Donc, vous voyez, c'est plutôt... est-ce que parce que l'État est à l'os? Est-ce que les processus sont trop longs? L'enjeu, il me disait, ce qui va être très important, c'est début 2026, on va voir si on a quelque chose de solide. Pour l'instant, on n'a rien. Je pense que c'est de bonne guerre, si j'ose dire, de dire ça. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas assez. C'est deux très gros qui disaient ça quand même. Mais en tout cas, c'est sûr, je ne vais pas pinailler, c'est certain qu'il n'y a pas assez de commandes. Ah non, il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de... Et on a un problème d'argent. Alors peut-être pour essayer sur cette question financière, il y a le budget de l'État, je ne commente pas. Mais enfin, comme le dit sur BFM Business, vous inquiétez pas. Mais comme le dit le président de la République, on a quand même maintenu les lois de programmation militaire. Les 2 lois de programmation militaire. Mais pour l'avenir, effectivement, c'est un saut qualitatif. Ça, c'est le budget de l'État français. Il y a ce qu'on peut financer sur le budget de l'Union européenne. Le budget communautaire. Alors moi, j'ai dirigé l'Agence européenne de défense, qui est très largement vu par la Commission comme quelque chose qui ne devrait pas exister, parce que c'est une agence intergouvernementale. Enfin, je ne veux pas rentrer dans des détails institutionnels. Des ministres de la Défense. Alors, l'atout de l'agence, c'est qu'elle dépendait des ministres de la Défense, et moi je suis convaincue que si on veut faire de la défense en Europe, ceux qui doivent prendre les décisions, c'est les ministres de la Défense. Donc pour ça, elle était très bien conçue. Après, elle est dirigée par le haut représentant, le head, au-dessus de moi. Il y avait un niveau politique qui, à mon avis, n'est pas approprié. C'est pas une question d'homme ou de femme. Il y a eu 3 femmes et un homme. Ils ont tous complètement raté la partie défense. C'est parce qu'on ne peut pas être vice-président de la Commission, espèce de ministre européen des Affaires étrangères et en même temps ministre de la Défense. Je veux dire, on ne met pas la défense aux affaires étrangères. Non. Donc ça, c'est... Mais elle était, moi je trouve qu'elle est très bien conçue, et elle est conçue, elle s'appelle défense, mais pour faire de l'armement. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de budget. Bah oui. Parce que le budget, il doit venir des États membres chaque année. On tourne en rond, là. Et donc, il y a le budget communautaire. À mon avis, ce serait assez simple. On va augmenter plus ou moins significativement le budget sur le budget communautaire, à la fois par des subventions et par des prêts, comme ce qui est cité par le président, la SAFE. Et puis, cet argent, il peut être délégué pour être géré comme on gère des programmes de défense, par des structures qui savent gérer, comme l'Agence européenne de défense. Donc, si on gère bien, on a en sus, de surcroît, de l'argent communautaire. Oui, mais il y a une volonté, parce que, pardonnez-moi, mais les Espagnols, ils ne le veulent pas, parce qu'en disant, nous, on ne veut pas chanter, vous voyez, on a des dépenses sociales, c'est très important, on sort d'une grande crise. Les Allemands, ils achètent des F-35, les Belges, puisque vous connaissez bien aussi, enfin, vous voyez, donc ils achètent tous américains, et les commandes, a priori, sont... Je reviens aux commandes tout de suite, si vous voulez bien. Je reste encore une seconde sur l'argent. Oui. Parce que pour avoir des commandes, il faut de l'argent. D'accord. Donc, il y a les budgets nationaux.
des ministères. Il y a, à mon avis, on peut faire plus, mais à condition de bien le gérer sur les budgets de l'Union européenne. Et puis troisièmement, on a un énorme handicap, dont le gouvernement d'ailleurs essaye de nous tirer, c'est qu'on ne draine pas de financement privé. Donc, donc ça fait quand même le dernier élément. Après, ce que vous avez dit, c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire que nos partenaires achètent américains. Alors sur le F-35, c'est spécial, le F-35. Donc effectivement, moi j'étais ambassadeur auprès des Belges, on a essayé de se battre pour qu'ils choisissent un Rafale, et ils ont pris le F-35. Il y a quelque chose que les grands consommateurs de F-35 ne veulent pas dire, c'est qu'ils portent, ils portent la bombe nucléaire américaine dans le cadre de la mission de l'OTAN de dissuasion nucléaire. Et là, ils ne choisissent pas leur avion. L'avion qui sera qualifié par les États-Unis pour porter leur bombe, c'est eux qui décident. Oui, c'est logiquement donc, le F-35. À partir du moment, voilà, c'était aujourd'hui des F-16 et ce sera le F-35. Les Américains n'ont pas qualifié l'Eurofighter. Ce qui est quand même léonin. Donc, le F-35, si vous voulez rester partie de la mission nucléaire de dissuasion de l'OTAN, vous devez acheter des F-35. Oui. D'accord. Et le problème de ces États-là, c'est qu'ils ne veulent pas le dire parce que c'est très difficile de parler à leur opinion publique de l'arme nucléaire. Et le fait qu'en plus, leur arme nucléaire, elle est sous clé américaine. Oui. Donc c'est un bon argument. Oui, mais alors, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait une base militaire industrielle. C'est quoi une base militaire industrielle ? Je pense qu'il a dit une base industrielle et technologique de défense. C'est ce qu'on dit généralement. J'ai peut-être mal. Je pense que c'est ça qui vous. Voilà, le jargon, c'est base industrielle et technologique de défense européenne. Mais ça veut dire quoi ? Enfin, ça veut dire concrètement, parce que nous, on en a. Il faut qu'elle monte en puissance. On a vécu des décennies de budget en décroissance, parce qu'aussi on se faisait protéger par les Américains, mais on croyait en la paix éternelle. Donc, on a eu des décennies de budget réduit, et donc du coup, nos industriels, qui restent des grands industriels, enfin, vous les avez rencontrés, ils se sont orientés vers le grand export. Absolument. Ben oui, parce qu'il fallait bien. Ils sont là pour développer leur entreprise. Or, comme on ne pouvait pas, il y a des commandes au niveau européen, donc ils sont développés. C'est légitime, c'est vital. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Oui, c'est absolument légitime. Et d'ailleurs, vu du côté des armées françaises, c'était aussi le moyen de conserver une industrie qui allait pouvoir fournir les besoins militaires français. Donc c'était ça l'équilibre, parce qu'il n'y avait pas de marché européen. Donc maintenant, l'évolution, c'est qu'on doit faire émerger un marché européen pour progressivement réorienter notre industrie sur nos besoins nationaux. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir la possibilité de passer des commandes, et il faut imposer, alors ça fait là aussi très longtemps qu'on le demande, une préférence européenne. On n'avait aucune chance, il y a quelques années, d'être écouté par nos partenaires. Je crois que maintenant, en voyant Trump, en voyant ce que Musk a fait vis-à-vis des Ukrainiens, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous n'avez plus votre couverture satellite, vous n'avez plus votre renseignement, on vous menace en permanence ce dont vous avez besoin, et on sait en plus que vous l'avez vu au Bourget, que les nouveaux équipements, ils sont tellement sophistiqués qu'ils ne feront que ce que celui qui a conçu l'appareil veut bien. C'est pour ça que les industriels partent toujours de l'autorité de conception. Si vous n'avez pas l'autorité de conception, ça veut dire que l'industriel américain ou israélien ou coréen qui aura ça, ne vous permettra pas les évolutions. Votre appareil, votre équipement fera ce que veut, disons, le Pentagone. Et ça, nous, Français, je crois qu'on était habitués à en être conscients. C'est un vrai choc pour les autres pays. De se dire que la dépendance vis-à-vis des Américains peut les mettre à nu. Oui, tout à fait un peu angoissant ce que vous nous dites, parce qu'on a le sentiment que... Oui, comme je disais tout à l'heure, on a un peu le sentiment qu'on tourne en rond et qu'on ne voit pas très bien comment on peut sortir de cette spirale. Moi, je crois qu'il ne faut pas sortir de la spirale. C'est dur, mais qu'il ne faut pas sortir de la spirale par des grands chantiers institutionnels ou par des grandes déclarations. Il faut juste faire. On prend tel équipement, tel équipement, tel équipement. On se fait une feuille de route. C'est pas la politique. On passe des commandes.
Et évidemment, moi j'ai dirigé cette agence, je crois beaucoup à la coopération. C'est-à-dire que les grands programmes si compliqués, le le SCAF, la 400M, regardez, difficile la 400M. Hein. Oui, mais il est là, alors moi, je vais défendre la 400M. Non, mais il faut des commandes, pardonnez-moi. Oui, mais il y en avait. Il y en avait, j'aime bien l'imparfait, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, mais là où je suis totalement d'accord avec vous, il y a des commandes, mais les difficultés de la 400M, un programme national, y compris un programme américain, a des retards aussi. Hein. Ouais. Claude-France Arnoult, il nous reste 2 minutes, donc rapidement, non mais ça passe vite avec vous. Les portes de l'OTAN, elles restent fermées pour l'Ukraine, en tous les cas, voilà, c'est ce qui est ressorti. Les États-Unis ne veulent pas. Les États-Unis ne veulent pas. Mais ce qui est bizarre, vous avez dit tout à l'heure, un sommet de l'OTAN, ce sont les Européens qui ne voulaient pas ouvrir la porte à l'Ukraine et à la Géorgie. C'était en 2008, parce que ça n'était pas ouvrir la porte à une adhésion, c'était un statut bâtard, mais hybride. Donc, c'est tous les Européens qui avaient refusé à l'époque. C'était en 2008, hein, encore une fois, dans d'autres circonstances, et qui n'avaient pas refusé une adhésion. Et là, donc, comment vous voyez, c'est quoi l'issue? La porte, elle est définitivement close. On peut trouver d'autres clauses. Alors, si on dit qu'il reste 1 minute pour dire ça, ça veut dire qu'on prend un pays en guerre. S'il est dans l'OTAN, ça veut dire qu'on déclenche soit l'article 5 de l'OTAN, en accroissant les doutes sur le fait, qui est réaffirmé, mais qui garde... Je ne vois pas pourquoi on dit que c'est difficile à définir. C'est pas difficile à définir, c'est écrit dedans que ça n'est pas nécessairement une aide militaire. Et on a un article dans l'Union européenne, qui est le 42.7, qui lui prévoit par tous les moyens à leur disposition, donc ça inclut forcément le moyen militaire si un de nos États membres est attaqué. Donc je pense que si on prend l'Ukraine dans l'Union européenne, on a tout intérêt à ce qu'elle entre dans l'OTAN, ce qui est la position française. Mais pour le moment, les États-Unis ne veulent pas, et on comprend la rationalité. Ça veut dire qu'ils doivent théoriquement faire la guerre maintenant pour l'Ukraine. Donc c'est une entrée en guerre de l'OTAN avec un risque d'escalade nucléaire. Pardon d'être... Non, mais vous avez... Non, mais c'est... Pas tout à fait rassurante. Non, mais vous êtes là pour ça. En tous les cas, on voit que ce sommet de l'OTAN, il a quand même... il va quand même marquer un peu les esprits. Vous m'avez dit, je ne suis pas sûre qu'il va rester là. J'ai quand même l'impression qu'il va en découler peut-être des décisions, soyez optimistes. Oui, un effort. Allez, un effort. Merci beaucoup. Nous, on va faire un effort. Merci beaucoup, Claude-France Arnoult. Je rappelle que vous êtes donc Senior Fellow pour la défense au Brussels Institute of Geopolitics. Si on voit bien que vous connaissez bien la défense, puisque vous avez dirigé cette agence européenne de défense. Merci beaucoup.